Donc, nous sommes en compagnie de Kevin Vallée, fondateur d'Alley-Hoop 360 en fait et animateur au 91.9 Sport. Comment ça va, Kevin? Ça va bien, vous autres, les gars? Merci pour l'invitation. Merci à toi, en fait, d'être là. Évidemment, bon, tu es encore jeune, tu commences ta carrière dans les médias, mais on voulait avoir un peu un suivi, justement, savoir d'où est venu, si on veut, l'intérêt pour les médias et qu'est-ce qui a mené, si on veut, à la création de la plateforme Alley-Hoop 360. Moi, à la base, j'ai toujours été un fan de hockey. Les gens proches de moi le savent. Quand j'étais jeune, j'étais juste tout le temps en train de regarder le Canadien puis en regardant des matchs de hockey. Et éventuellement, j'ai commencé à faire des publications sur Facebook avec une page dans laquelle j'étais rentré, qui était dans le temps Fanadien. Puis j'ai tout de suite allumé. J'ai fait un site web, j'ai commencé à écrire. Puis à partir de là, ça a été un coup de cœur. Déjà que le sport était vraiment comme ce que j'aimais le plus faire. De pouvoir combiner ça avec le fait d'en parler puis faire ça de ta vie, ça m'a attiré. Donc au début, je te dirais que c'était pas mal du hockey. Mais après ça, honnêtement, c'est juste en rentrant au collège. En rentrant au collège, j'ai commencé à triper basket. Puis quand je me lance dans quelque chose, je le fais à 100%. Donc, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui puis que j'ai un site de basket puis une émission. Ça a été extrêmement rapide. Puis j'imagine, tu considérais qu'il y avait quand même un manque d'offres au Québec pour la couverture du basketball. Oui. Peut-être un peu, il y en a eu un peu plus quand les Raptors ont gagné il y a quelques années. Mais tu t'en allais-tu à une telle popularité de ton site Internet? Pas tant, non. Je veux dire, moi au départ, j'ouvrais ça dans le sens que je voulais en parler. Je commençais à triper sur le basket. C'est juste ça que je faisais de mes journées, à part aller à l'école, évidemment. Là. Mais c'était de regarder du basket, jouer à 2K, écouter des vidéos, lire sur le basket. Donc, moi, je voulais en parler. Je suis un gars de passion. Fait que quand j'ai une passion, il faut absolument que je puisse en parler. Donc, c'est pour ça que je l'ai parti. Et puis, on l'a lancé, dans le fond, c'était quelques jours avant le match 7 de la série Sixers-Raptors. C'était un bon moment. Là. Ouais, ça a aidé pas mal. Puis, on en reparlait après avec Liam, le gars avec qui j'ai lancé ça. Au début, on se demandait, on attend-tu la fin des séries puis on commence ça l'année prochaine? Parce que, on s'entend, partir en plein milieu des séries, c'est pas le meilleur des timings pour se faire une base et tout. Puis finalement, je pense qu'on l'aurait regretté en tabarouette si on avait entendu parce que le site a eu pas mal de popularité dès le début puis ça a fait une bonne base pour la suite. Oui, c'est ça, c'est que tu étais vraiment dans le boom, dans l'essor, si on veut, du basketball justement au Québec. Au Québec et au Canada. Oui, exact. Puis tu sais, quand il y a eu la finale contre les Warriors, moi puis un de mes collègues, on est allé à Montréal, Jurassic Park. Moi, je suis allé 3 fois, je pense. Puis le dernier match de la finale, on était sur la rue Peel. Il y avait comme un stage pour les médias, quand même pas mal haut. Fait qu'on a eu la chance de regarder le match là, puis de voir la foule, l'éruption de la foule quand ils ont gagné. Pour vrai, là, c'est un des plus beaux moments de sport que j'ai vécu dans ma vie. Et justement, maintenant, tu es animateur au 91.9 Sport, tu peux faire de la radio, tu as fait de l'écrit. Est-ce qu'il y a peut-être un médium, justement, entre les deux que tu t'es rendu compte que tu préférais, justement, à utiliser dans le cadre de ton travail des médias? Je trouve que à l'audio, que ce soit les podcasts, la radio, je trouve que tu peux vraiment t'exprimer pas mal mieux puis ajouter plus de personnalité, ce que tu peux pas faire dans tes textes. Parce que des fois, dans tes textes, c'est noir sur blanc, c'est dur de mettre de l'intonation, d'exprimer qu'est-ce que tu veux pour vrai. Tandis que à l'audio, j'ai vraiment aimé cette plateforme-là parce que moi, je trouve que ce qui manque beaucoup, avec beaucoup des personnalités sportives puis journalistiques pour avoir pour bâtir ta communauté, c'est de mettre de la personnalité. C'est de montrer que tu es quelqu'un à part juste quelqu'un de sport, que tu as une personnalité à l'extérieur de la radio. Donc, je te dirais que depuis que je travaille au 91.9, là, c'est définitivement un média que j'ai appris à adorer. Puis tu as fait évidemment plein d'entrevues. Y en a-tu une peut-être jusqu'à maintenant, depuis le début de ta jeune carrière, qui t'a marqué davantage justement? Je te dirais, puis ça va être poche parce que c'est pas du basket, là, mais Jordan Harris, l'espoir du Canadien, pour vrai, puis c'était une entrevue en anglais évidemment, là, mais on a fait ça, moi puis FX, dans le club école. J'avais contacté les gens de Northeastern parce que dans le fond, j'avais eu une entrevue avec un joueur de basket de Northeastern, donc j'ai profité de la petite plug pour demander une entrevue avec Jordan Harris, mais j'avais été vraiment surpris comment je m'étais débrouillé en anglais. Comme je suis bon en anglais, mais je trouvais que
je trouvais que ça sonnait vraiment bien, puis que c'était une bonne entrevue, qu'on avait des bonnes questions. Donc, celle-là, je l'ai vraiment aimée. Mais sinon, tu sais, ça reste que c'est un joueur de hockey. Puis souvent, les joueurs de hockey, c'est pas eux qui ont le plus comme de personnalité. Tandis que à chaque fois que j'ai eu en entrevue un joueur de basket de la NCAA, que ce soit Bénédicte Mathurin ou Kishan Barthélemy, que tu sais, on se texte parfois, tu sais, Olivier Maxence Prosper, Jamil Telford, Quincy Guerrier, toutes les entrevues avec des joueurs de basket de la NCAA, ils m'ont toutes marqué, sincèrement. C'est tout le temps des gars super et qui ont beaucoup de choses à dire. Puis écoute, parlant de NBA, justement, on t'a avec nous, on va avoir l'avis d'un expert. Tu as fait un peu ton bilan de la saison pour aller où, puis tu as placé Nikola Jokic comme MVP, ce qui est un très bon choix, on s'entend. Le gars, il peut tout faire, il peut passer, il peut tirer, il peut défendre. Mais il y a quand même d'autres candidats qui se sont démontrés, comme Stephen Curry récemment, Joel Embiid au cours de l'année. Mais tu pourrais un peu expliquer, dans le fond, ton choix de Jokic? Ouais, pour moi, Nikola Jokic, c'est un consensus. C'est un peu après que ça devient intéressant de l'analyser parce que Jokic, en étant un centre de 7 pieds qui distribue le ballon comme aucun centre l'a fait dans l'histoire de la NBA, qui offensivement vient de prendre un autre coche, va chercher des rebonds et puis aussi neutre que ça défensivement, il est rendu meilleur. Ce qu'il a fait cette année, c'est historique. Puis si c'est la nouvelle norme de Nikola Jokic, c'est un gars qui s'en va straight au temple de la renommée. Pour moi, là, c'est juste le début de Nikola Jokic. C'est un joueur tellement spécial. Puis c'est un fan de basket. Tu regardes ça, tu regardes les jeux qu'il fait à sa taille. Tu sais, tu crois, mettons que Nikola Jokic faisait 6 pieds. Là. Tu le rencontres au Subway. Penses-tu que c'est un joueur de basket? Vraiment pas. Donc, il y a aussi le contraste à vraiment. Tu n'as pas l'impression que ce gars-là, il est capable de faire ça. T'sais. Donc, Jokic est pour moi numéro 1. Ensuite, Embiid a été numéro 1 pendant un bout de l'année, donc tu dois lui donner son crédit. C'est pour ça que je l'ai mis deuxième dans mon bulletin de vote. Il a quand même mené les Sixers au premier rang de l'Est. Puis j'ai l'impression que c'est la meilleure version d'Embiid qu'on a vue, donc il faut que ça soit récompensé. Après ça, il y a certaines personnes qui vont mettre Curry, peut-être qu'il y a même certains qui vont mettre 2. Moi, j'ai de la misère à donner un vote à un gars qui a mené son équipe à la 8e place. Comme oui, Steph est vraiment important, mais je pense que où les Warriors sont en ce moment, c'est une combinaison de Steph offensivement puis Draymond défensivement. Parce que pour moi, Draymond est le 3e candidat au titre de joueur défensif de l'année. Donc, je pense que c'est une combinaison de ces deux-là. Puis non, Curry a une saison fantastique. Sa meilleure depuis 2014, 2015, 2016. Mais les Warriors sont 8e, donc je favoriserais Giannis. Donc, Giannis 3e parce que encore là, il y a une petite fatigue avec Giannis, on le voit, puis on dirait qu'on oublie qu'un gars qui a un average de 28, 13 puis 6, c'est complètement dingue. On oublie ça, mais il le fait encore. C'est pas moins impressionnant. Donc, je le mettrais 3, Curry 4, puis au 5e rang, c'est un toss-up entre Luka Doncic puis Damian Lillard. Mais pour tout ce qu'il fait sur le terrain, puis le fait qu'il a raté vraiment pas beaucoup de matchs cette saison, je le donnerais à Doncic. Puis justement, par exemple, je te donne mon exemple. Moi, je suis le basketball pour le plaisir et tout ça, mais je suis pas non plus un fanatique. Donc, tu sais, je suis pas à tous les matchs et tout ça. Mais pouvais-tu peut-être, pour exemple, ceux justement qui vont écouter le podcast puis ne suivent pas justement ça à tout moment, donner un petit aperçu de ce qu'on peut s'attendre en série? Parce que là, évidemment, habituellement, on s'attend à ce que les Lakers de LeBron James soient très haut au classement. Il y a eu des blessures, donc on est 7e. Justement, les Nets, qu'on pensait dominer justement la Ligue, bon, terminent au 2e rang dans l'Est. Il y a plusieurs surprises quand même, donc je serais curieux d'avoir un peu une idée de ton tableau, ton portrait justement en vue des séries. Pendant un bout de l'année, le consensus était que les Lakers allaient être comme les aspirants numéro 1 au titre. Je pense que ça a changé. Pour moi, le tableau est ouvert. Je veux dire, c'est parce que présentement, LeBron n'est pas à 100%. Anthony Davis a eu de la misère pendant que LeBron n'était pas là, justement. Et ils n'ont pas eu autant le temps de bâtir la chimie parce que, tu sais, il ne faut pas l'oublier, oui, c'est les défendants du titre, mais c'est pas la même équipe. T'sais, on est rendu avec Montrezl Harrell, Marc Gasol, Dennis Schroeder. C'est plus pantoute dans la même équipe. Tu n'as pas eu le temps de bâtir cette chimie-là, d'avoir un momentum avant les séries. Donc, je suis quand même mes petits doutes. Maintenant, dans l'Ouest, ça demeure assez compliqué parce que les Nuggets ont perdu Jamal Murray. Sinon, je t'aurais dit que ça aurait été mes favoris pour aller en finale. Les Clippers sont intéressants, mais l'année passée, ont choqué assez fort en série contre les Mavericks. Puis après ça, tu te dis, bon, Doncic est-tu capable de mener son équipe en finale? Je sais pas. Est-ce que Dame est capable? J'ai des doutes défensivement.
Maintenant, tu as le Jazz numéro 1, tu as les Suns numéro 2. On va dire, ils n'ont pas de joueurs, ils n'ont pas de superstars comme Kawhi, KD, Steph, LeBron James, qui sont les joueurs qui font les finales depuis des années. Mais en même temps, ils sont numéro 1 puis numéro 2 pour une raison. Ils sont là pour une raison. Ils ont eu une super saison collective. Donc, pour moi, dans l'Ouest, c'est vraiment ouvert. Si j'avais à te dire une prédiction en date d'aujourd'hui, je pense que je n'aurais pas le choix de dire les Lakers parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres candidats qui ressortent assez facilement. Tandis que dans l'Est, c'est les Nets. Excusez. Cette équipe-là a juste trop de bons joueurs. Puis pour moi, même si, disons, un des trois, donc Harden, Durant ou Kyrie, même s'il y en a un des trois qui se blesse, ils ont assez de profondeur pour gagner pour moi. Ils ont l'une des plus belles profondeurs de la Ligue. Ça en dit beaucoup quand tu as 3 superstars. La santé va être vraiment le point à surveiller dans ce cas-là. Puis, moi, j'ai particulièrement confiance envers les Bucks cette année. Il y a des gens qui vont comme garder la réputation qu'il y avait en 2020, ce qui est correct. Giannis n'a jamais livré la marchandise en série. Puis, statistique intéressante, depuis le match numéro 2 de la série contre les Raptors en 2019, les Bucks ont une fiche de 1 victoire et 8 défaites contre une équipe qui est classée plus haut que 5 au classement général. Donc, tu sais, en série, entendons-nous, là. Mais non, c'est ça. Mais moi, cette année, Mike Budenholzer a établi un nouveau schéma offensif. Il a diversifié. Drew Holiday est arrivé. Puis défensivement, on a commencé à switcher pas mal. Donc, on a changé vraiment toute notre structure défensive. Une structure qui, habituellement, on a pour les séries. Mais là, on l'a instauré en avance pour que les gars ils soient déjà habitués. Donc, moi, j'ai particulièrement confiance envers les Bucks. Les Sixers, eux, c'est un peu plus difficile. Tu sais, j'ai l'impression que c'est peut-être les nouveaux Bucks, dans le sens qu'ils vont avoir beaucoup de succès en saison régulière. Mais en série, je me demande à quel point ça peut traduire. Puis, si on peut parler, mettons, d'équipes surprises qui ont fait leur entrée dans les séries cette année, les Knicks, que ça fait, je pense, 8 ans qu'ils ne sont pas revenus, qui ont une des meilleures défensives de la Ligue, et les Hawks, qui ont eu une certaine renaissance quand Nate McMillan est arrivé à la barre. Eux, tu penses qu'ils sont, même s'ils s'affrontent, est-ce que tu penses qu'ils sont capables d'avoir un long parcours? Moi, je pense que les Knicks peuvent surprendre puis aller assez loin. Ça dépend vraiment de leur adversaire de deuxième ronde, mais tu sais, c'est une équipe qui est extrêmement difficile à jouer contre. Tu sais, il joue Tom Thibodeau, dans le fond, ce qu'il a fait, c'est qu'il arrive à New York, il se dit, bon, mais les outils que j'ai font en sorte que j'ai pas le choix de jouer un style de jeu défensif parce qu'offensivement, tu ne seras pas capable de outscorer une autre équipe. Donc là, tu ralentis le rythme beaucoup. Tu rends des gars comme Julius Randle et RJ Barrett pas mal plus responsables défensivement. Donc là, ils ont une des meilleures défenses, un des rythmes les plus lents de la Ligue. Sérieux, Tom Thibodeau, pour moi, il doit être l'entraîneur-chef de l'année. Je ne peux pas croire que ce sera quelqu'un d'autre. Même au-dessus de Monty Williams? Oui, parce que Tom Thibodeau a amené une équipe des Knicks qui était top 5 à la loterie l'an passé, qui est maintenant top 5 dans l'Est, top 5 dans la défense. Et tu sais, des fois, on parle, ouais, mais là, c'est juste une saison. Ouais, c'est l'entraîneur-chef de l'année. On s'entend, là, c'est pas un travail sur plusieurs années. Puis ce que Tom Thibodeau a fait, c'est amener une équipe qui avait aucune mentalité, aucune structure, aucune identité. Puis il leur en a donné une. Il les a rendus crédibles. Il les a rendus attrayants à une équipe, à un joueur, pardon, dans les prochaines années qui pourrait se rendre à New York. Donc, pour moi, ce que Tom Thibodeau a fait cette année avec les Knicks, ça va durer pendant plusieurs années parce qu'il a changé RJ Barrett, il a changé Julius Randle, il a inculqué des valeurs défensives à ces joueurs-là. Donc, autant ça que le fait que l'équipe est maintenant attrayante, pour moi, ça vaut absolument le titre de l'entraîneur-chef de l'année. Il a vraiment amené culture, dans le fond, avec des joueurs comme, pas nécessairement des no-names, mais des joueurs qui n'étaient pas nécessairement avec leur première équipe puis qui ont vraiment développé à travers ça. L'équipe est essentiellement pareil à celle de l'an passé. L'ajout qui a été fait au début de la saison, c'était Emmanuel Quickley au repêchage. Obi Toppin qui a eu une saison vraiment, vraiment en deçà des attentes. Puis lui, récemment, ça a été Derrick Rose. Mais sinon, c'est essentiellement la même équipe. Il a amené Julius Randle à être un candidat pour les équipes All-NBA. Ça en dit beaucoup. Là. Écoute, Monty Williams a fait tout un travail, mais pour moi, ce qui lui nuit, c'est que CP3 arrive en même temps. Chris Paul arrive en même temps.
Est-ce que tu te dis, bon, si tu es une équipe de Chris Paul, si tu es une équipe de Monty Williams, en même temps, Monty Williams avait eu une fiche de 8-0 dans la bulle l'an passé, donc ça, c'est à considérer. Mais non, pour moi, la question se pose quand même. Tom Thibodeau, ce qu'il a fait avec une franchise comme les Knicks, c'est quelque chose qu'on a rarement vu, là. Non, je suis d'accord, oui, honnêtement. C'est un très bon choix. Puis je disais ça pour Monty Williams parce que il a été nommé, je pense, par l'association des coachs. C'est exactement. Donc, mais moi, c'est effectivement Tom Thibodeau, c'était mon choix, moi aussi, dans mon cas. Ouais, non, exact. Puis, tu sais, les Knicks ont une belle saison, sont 4e, vont affronter les Hawks. Tu sais, les Hawks, c'est curieux. Là. Trae Young a un peu changé son jeu. Il tire moins de la ligne de 3 points. Il sera un peu plus à la ligne de lancer franc. Il passe beaucoup. Ça va être intéressant. C'est une belle équipe, mais il demeure inexpérimenté, tandis qu'avec un coach comme Tom Thibodeau, j'ai vraiment confiance en ce qu'ils peuvent faire en série, du moins en première ronde contre les Hawks. Et qui sait surprendre une grosse équipe en deuxième ronde. Ça pourrait être intéressant, un futur affrontement entre les Knicks et les Nets. Oui. Une bataille de New York. Oui, vraiment. Des deux côtés du Hudson River, là, ça serait vraiment nice. Puis, c'est surtout que c'est deux opposés extrêmes. D'un côté, tu as les superstars de Brooklyn. De l'autre, tu as comme les gars que le monde ne connaisse pas trop, mais qui viennent juste d'émerger, puis que c'est des travaillants, ils jouent fort, ils jouent défensif. Donc, non, ça serait définitivement toute une série. Puis, on aimerait aussi te parler, pas de l'essor du basketball au Canada. On voit, il y a de plus en plus de jeunes, justement, qui percent les rangs universitaires américains ou même qui font leur place dans la NBA. Je veux avoir un peu ton point de vue. Comment tu trouves que le sport se développe ici et penses-tu qu'on s'en va dans la bonne direction là, pour les prochaines années? Définitivement. On le voit déjà avec les joueurs qui sont dans la NCAA, qui viennent de chez nous. Cette année, je veux dire, on avait quoi, 28 Québécois en Division 1, je pense. C'est quoi, soit 27, soit 28. C'est des gars qui sont forts. Je veux dire, Quincy Guerrier, il explore l'avenue de déclarer éligible pour le repêchage de cette année. Bénédicte Mathurin a décidé de retourner au collège. Mais je vous avertis, là, Ben, c'est un choix top 15 l'année prochaine. On n'a jamais vu ça pour un Québécois. Là. Ben, c'est une superstar pour moi. C'est un gars qui va arriver dans la NBA et qui va avoir la chance d'être un joueur d'impact. Moi, je suis vendu sur Ben, tout simplement. Belle saison en Arizona. Tous les outils pour être bon défensivement et offensivement. Donc, ça, c'est des gars qui sont bons. Puis, Jamil Telford, je veux aussi le mentionner, à surveiller dans les prochaines années. Il joue à Northeastern, justement. Puis, c'est tout un joueur. D'après moi, 2022 va être repêché. Mais bref, tu as tous ces gars-là dans NCAA. Tu en as plusieurs qui sont très bons. Tu en as certains qui vont, après leur carrière, explorer l'Europe. Mais c'est juste le début. On vient d'avoir le modèle de Chris Boucher. Ce qu'on a en ce moment, c'est un peu les effets du modèle Chris Boucher. Mais les effets de l'histoire de Luguensdor sont loin d'être arrivés encore. Là. Ils inspirent des petits gars de 11-12 ans. Eux, ils sont loin d'être dans l'NCA pour l'instant. Donc, non, c'est vraiment cool. Ces gars-là vont arriver dans l'NBA, vont faire briller le Québec. Mais, dans la structure, c'est sûr qu'il il va y avoir certaines adaptations à faire pour se moderniser, mais juste mentionner mes amis chez Dynasty Basketball sur Saint-Jean-sur-Richelieu. Je ne sais pas si vous aviez vu passer. La nouvelle, ouais. Ouais, dans une église, il y a un petit logement à côté avec une quinzaine de gars, vingtaine de gars. On a visité ça avec un de mes collègues. C'est super cool. On risque d'avoir des collaborations dans le futur entre nous deux après la pandémie. Mais tu sais, ces gars-là, ce qu'ils font, c'est fantastique parce qu'ils amènent des gars du Québec dans leur programme. Mais ce qui est fou là-dedans, c'est que Wood, un des gars qui est un des cofondateurs, il travaillait avant à l'immigration. Et là, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont en Afrique à chaque année, puis ils trouvent des gars. Ils font les papiers, ils les amènent en Amérique du Nord. Ça, c'est un avantage, parce qu'il y a beaucoup de ces joueurs-là qui ne peuvent pas aller aux États-Unis. Donc, c'est du gros talent. C'est du talent que s'il y avait les opportunités, ils iraient dans les plus gros programmes aux États-Unis, mais là, ils viennent au Québec. Il y en a des gars en ce moment là, que personne ne parle, qui sont dans ce programme-là, et qui vont aller dans l'NCA, puis qui, d'après moi, vont, sans être du Québec, vont aider à augmenter un peu l'écosystème du basketball québécois. Ça va être excellent. Ce qui va rester maintenant, puis ça, c'est vraiment sur le long terme,
ben, ça va être d'essayer de garder les jeunes chez nous, ce qui va être un peu difficile parce que l'avenue de la NCAA puis des high schools aux États est très alléchante. Puis, tu sais, vu qu'il n'y a pas de grade 12 au Québec, les gars, ils finissent le secondaire. Puis, avant d'aller dans la NCAA, ben, il faut qu'ils aillent faire 1 an aux États-Unis. Donc, il y a encore quelque chose là-dedans peut-être à considérer. Mais en général, au niveau du talent et du développement, là, on est au mieux qu'on a été de tous les temps. Puis, je suis sûr que, bon, évidemment, la victoire des Raptors il y a quelques années a aidé, a contribué justement à rendre, si on veut, la fibre du basketball chez les plus jeunes. Puis, tu sais, là, si je me trompe pas, il y a une équipe justement qui s'en vient d'une équipe professionnelle à Montréal, bon, pas de la NBA, mais quand même, simplement le fait de créer des infrastructures et d'avoir des équipes auxquelles les jeunes peuvent se rattacher, bien évidemment, ça va augmenter encore plus l'essor du basketball ici. Ben, définitivement. Puis cette équipe-là, ça va être cool, sincèrement. Tu sais, ce que la CEBL essaie de faire, c'est une genre de Ligue canadienne de football, mais au basket. Il y a déjà beaucoup d'équipes. On est rendu à 8 avec Montréal en 2022. C'est un super beau produit. Puis il y a des vraiment bons joueurs dans cette ligue-là qui vont être à découvrir. Il y a des gars qui viennent de la NCAA, il y a des gars qui viennent de overseas en Europe. Puis, en même temps, c'est une ligue d'été, fait que ça ne chevauche pas avec les autres ligues de basket, ce qui fait qu'il y a des joueurs extrêmement talentueux qui peuvent décider, bon, ben, je vais venir faire un petit peu d'argent, jouer au Canada cet été. Donc ça, c'est intéressant. Puis pour l'instant, tu sais, les gens qui, en fait, les gens, pour l'instant, c'est juste Annie Larouche principalement, là, mais les gens qui gèrent cette nouvelle équipe-là font très bien. Ils ont compris c'est quoi les enjeux, ils ont compris avec qui s'associer. Et moi, j'ai hâte de voir c'est quoi l'identité de l'équipe. Il y a quelques noms qui vont être, qui ont été déposés. Là. Il y avait comme un sondage où les gens pouvaient aller proposer des couleurs d'équipe, un nom d'équipe, un logo. Moi, ma proposition, c'est le Blizzard de Montréal parce que ça se dit en français et en anglais. Ouais. C'est québécois. Donc, moi, c'est ma proposition, mais peu importe. Écoute, ça va peut-être être les Dragons. Qui sait? J'ai juste hâte de voir ça va être quoi l'identité du club. Puis justement, tu disais qu'en parlant de la NCAA, il y avait peut-être 28, 29 Québécois, je pense que tu disais l'année passée. Est-ce que les équipes, les écoles sur la NCAA commencent à vraiment reconnaître qu'il y a du talent au Québec et envoient plus de dépisteurs et tout? Ouais, mais tu sais, il y en avait déjà avant, c'est juste que, tu sais, on n'accordait pas autant la même importance, mais il y en a des scouts de la NBA qui viennent au Québec. C'est ça, c'est pour les gens qui ne suivent pas, des fois, c'est comme on assume qu'il n'y a pas de scout de la NBA au Québec, mais c'est faux. Il y a des gens qui viennent voir tout le temps les gars. Là, en contexte de pandémie, on n'a pas vu encore exactement les effets concrets parce qu'on est tombé en pandémie et tout ça. Mais il y a des gars qui venaient voir Karim Mané, il y a des gars qui sont dans des Zoom calls avec les gens de Dynasty pour faire des sessions d'entraînement virtuelles. L'important, c'est qu'ils se rendent dans NCAA. C'est vraiment ça l'important parce que à partir du moment où tu joues collégial aux États, tu n'es plus un Canadien. Tu es un joueur de la NCAA puis tu es évalué sur le même pied d'égalité que les autres. Donc, c'est pas pour rien que Ben il a été recruté par un gros programme. C'est sûr qu'il jouait avec le NBA Academy à Mexico. Donc, ça a aidé. Il y avait peut-être eu plus disons, d'intérêt que si c'était ailleurs. Mais il a atterri avec un gros programme, puis ça a payé. Il a connu toute une saison de premier joueur. S'il avait déclaré cette année au lieu de l'année passée, pour moi, c'était un choix top 30, top 25, quelque chose comme ça. Donc, non, le talent est apprécié, mais souvent, il est plus reconnu ailleurs. Parce que les gars vont jouer un grade 12 sous d'autres cieux, et c'est là que les gars vont plus les prendre au sérieux. Mais il y en a au Québec quand même. Puis de ton côté, justement, peut-être pour conclure, avais-tu déjà des projets justement à long terme qui se dessinaient pour toi? Avais-tu déjà préparé la suite? Qu'est-ce qui t'attend dans les prochains mois? Je sais vraiment pas. Là, à chaque fois que je me fais demander la question sur un podcast, je trouve ça plate parce que ma réponse est poche. Je sais vraiment pas qu'est-ce que je veux faire parce que moi, j'adore le sport. Puis je veux définitivement faire ça de ma vie, mais il y a tellement d'avenues que tu peux emprunter. Tu peux faire de la télé, tu peux faire de la radio, tu peux partir ta propre affaire. Donc pour l'instant, là, la réponse poche, c'est je laisse les affaires aller. Je laisse voir où les choses me mènent. À date, ça a quand même bien fonctionné. Je veux dire, je ne m'attendais pas à animer 2 émissions de radio à 19 ans. Moi, c'est encore des fois, me pince, là, je comprends pas encore des fois. Donc, non, moi, je laisse les choses aller. C'est sûr que je veux... Moi, ce que je travaille présentement, c'est vraiment le knowledge basket.
je travaille pour être celui qui connaît le plus ça, puis je travaille là-dessus. Pendant un bout de l'année, à cause de la pandémie, ben, j'ai eu la chance de travailler comme quasiment full-time sur mon site, mais c'est pas full-time sur mon site, c'est un peu sur mon site, puis beaucoup de recherches, beaucoup d'études, beaucoup de tapes, beaucoup de regarder des games. Donc, moi, je veux être la référence de basket au Québec, puis je pense que je vais le faire, mais il y a tellement de choses que tu peux faire dans la vie. J'ai tellement d'ambition. Je veux couvrir tellement de choses. Puis à la base aussi, j'ai plein de passion. Donc, je veux. C'est vraiment. C'est ça mon but, je te dirais. Puis là-dedans, de trouver une balance, d'être heureux. Puis jamais te forcer à faire de quoi. Le point, là, c'est que tu fais ce que tu aimes dans la vie. Puis c'est toujours ça que je vais prôner. Peu importe le domaine, là, c'est vraiment. J'adore. Mais écoute, Kevin, on va évidemment continuer à te suivre dans tous tes projets. Puis j'espère que les auditeurs le notent justement comme quoi tu es le gars à suivre basketball qui veut tout connaître et tout savoir. Donc, écoute, merci du temps que tu nous as accordé aujourd'hui. Puis comme je l'ai dit, on va continuer de te suivre au 91.9 et avec Alley-Oop aussi dans les prochaines années. Merci beaucoup, les gars. C'est super apprécié. Merci à toi.